bienvenue à notre webinaire, premier webinaire sur un ensemble de 4 concernant les rendez-vous techniques pour tout savoir sur la qualité de l'air intérieur. Alors, première chose, est-ce que tout le monde m'entend bien? Apparemment, on n'a pas de souci technique, donc c'est parfait. Alors, ben voilà, on va tout doucement démarrer sur une présentation succincte de nos webinaires et ensuite je laisserai la parole à Monsieur Vona pour la première intervention. Donc, au niveau de nos rendez-vous techniques, nous sommes ici ce jeudi 25 au premier rendez-vous technique sur la ventilation. Nous aurons bien évidemment 3 autres rendez-vous techniques. Donc, le 1er septembre sur les COV, les composés organiques volatiles. Le jeudi 8 sur le radon et le mercredi 14 sur le monoxyde de carbone. Donc, toutes les infos sont sur le site www.ether.eu. N'hésitez pas à aller jeter un œil si ces webinaires-là vous intéressent également. Alors, au niveau de ce webinaire, au programme, on va parler vraiment de l'importance de la ventilation et faire le point sur la réglementation belge via mon partenaire et collègue, M. Salvatore Vona. On parlera ensuite des solutions et cas concrets et des bonnes pratiques et mises en œuvre pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur. Et là, ce sera M. Philippe Bodmans de EcoAir System qui va nous rejoindre. On terminera par une session de questions-réponses. Donc, si vous voulez bien, pour l'instant, éteindre vos microphones, notez les éventuelles questions que vous avez et revenir juste après la deuxième intervention avec vos questions. On se fera bien évidemment un plaisir d'y répondre. Alors, un petit mot concernant Ether. Donc, Ether, c'est quoi? C'est au niveau du terme, c'est l'économie transfrontalière et qualité de l'air intérieur. C'est un ensemble, en réalité, de 9 collaborateurs flamands, français et wallons qui se sont associés pour travailler afin de structurer une filière transfrontalière de professionnels qualifiés en matière de construction saine et développer l'accès des PME à un marché de la construction en prenant bien évidemment en compte la qualité de l'air intérieur. Alors, pourquoi on parle de qualité d'air intérieur aujourd'hui? On pourrait faire un webinaire complet où je vous présenterai un nombre incalculable de chiffres qui interpellent. J'en ai gardé 3 en particulier qui me semblent assez révélateurs. Donc, l'air intérieur peut être jusqu'à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Selon l'OMS, 3,8 millions de décès prématurés sont dus à la pollution de l'air à l'intérieur des habitations. Et au jour d'aujourd'hui, les moisissures sont présentes dans 37% des logements. Donc ça, ce sont des chiffres de l'OMS. Ce sont des raisons, bien évidemment, suffisantes pour prendre le sujet au sérieux et commencer à traiter ce genre de problématiques. Donc voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Salvatore Vona qui va vous présenter l'importance de la ventilation et faire un point sur la réglementation. Alors, je vais voir si tout fonctionne. Voilà, est-ce que tout le monde voit mes slides? Oui. Parfait. Parfait, parfait. Voilà, donc je me présente quand même en quelques mots. Donc, je suis Salvatore Vona, je travaille à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Mons. Et j'ai la charge aujourd'hui de vous présenter donc la ventilation et surtout l'importance de la ventilation aujourd'hui et faire un tout petit point, je vous rassure, sur la réglementation, ne fût-ce que vous la présenter dans les grandes lignes. Alors, comme l'a dit Anthony, effectivement, la qualité de l'air intérieur, aujourd'hui, c'est important. Et on doit effectivement y prêter toute l'attention nécessaire lorsqu'on a des projets de construction. Il ne faut pas oublier qu'on passe en moyenne 85% de notre temps dans des endroits qui sont confinés, donc dans un bâtiment. Ce qui veut dire que la plupart du temps, effectivement, nous respirons de l'air intérieur. Alors, il a donné quelques chiffres, Anthony a donné quelques chiffres, j'en rajouterai un, c'est que ça coûte effectivement aussi beaucoup d'argent à la sécurité sociale, puisque effectivement un grand nombre de maladies sont dues à la mauvaise qualité de l'air que nous respirons et aux produits dangereux qui pourraient s'y trouver. Alors, quelques études. Le but ici aussi, c'est de vous convaincre évidemment de l'importance de la qualité de l'air intérieur. Et donc, voilà une étude ici qui montre qu'effectivement, si on compare la qualité de l'air intérieur avec la qualité de l'air extérieur, eh bien, on se rend compte effectivement que l'air intérieur contient
des composés volatiles, ici en l'occurrence, mais en grand nombre par rapport à l'air extérieur. Donc il y a une concentration de ces produits dangereux à l'intérieur de l'air, ce qui veut dire qu'en fait, ils viennent de l'intérieur du bâtiment. Et donc, on peut évidemment trouver diverses causes, hein, comme le mobilier, les revêtements de sol, les revêtements de peinture, pour ne parler évidemment que des composés volatiles. Mais on a parlé tout à l'heure de moisissures, et donc les moisissures se développent évidemment dans des endroits où il y a des conditions d'humidité et de température bien particulières, ainsi qu'un substrat évidemment qui permet le développement des moisissures. Mais en tout cas, on les retrouve à l'intérieur. On verra un slide un peu plus loin qui montre effectivement la concentration de moisissures également à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Donc, le constat, c'est que par rapport à l'air extérieur, effectivement, l'air intérieur contient des substances nocives en grande quantité. Une autre étude qui a été réalisée cette fois-ci dans des écoles. Alors pourquoi les écoles? Évidemment parce que les enfants sont une population à risque évidemment au niveau des maladies respiratoires et sont particulièrement sensibles évidemment à la mauvaise qualité de l'air intérieur. Donc ici une étude qui a été réalisée par le VITO, donc dans la partie néerlandophone, et qui montre encore une fois évidemment la comparaison entre l'air intérieur et l'air extérieur. Et on voit donc la plupart des points sont situés évidemment dans la partie haute, ce qui veut dire qu'en fait la qualité de l'air intérieur, encore une fois, est bien moindre par rapport à l'air extérieur, en tout cas en ce qui concerne les composés volatiles, puisqu'il s'agit ici d'un test sur les composés volatiles. Et pire, si on regarde la ligne rouge, on constate que les concentrations de ces composés volatiles sont même au-dessus de ce qui est généralement admis comme étant une valeur limite. Alors, deuxième constatation, donc d'abord, on l'a dit, donc les concentrations sont plus élevées qu'à l'extérieur. La deuxième constatation, et ça évidemment, malheureusement, la géopolitique nous l'apprend aujourd'hui, c'est que l'énergie étant de plus en plus chère, on tente à évidemment favoriser les bâtiments qui sont non seulement évidemment isolés, mais aussi qui deviennent de plus en plus imperméables à l'air extérieur. Ce qui veut dire qu'en fait, on vit sous un thermo, je dirais, et il faut donc amener de l'air extérieur. Donc la nécessité de la ventilation vient aussi du fait que nous avons tendance de plus en plus à isoler nos bâtiments et à les rendre de ce fait de moins en moins perméables évidemment à l'air extérieur. Et donc le constat évidemment c'est qu'il faut forcément amener de l'air extérieur puisque de façon naturelle cet air extérieur ne pénètre plus à l'intérieur de nos bâtiments. Alors, quels sont les polluants que l'on retrouve généralement donc à l'intérieur? On peut les classifier sous différentes familles. Je vous ai mis ici certains qui vont d'ailleurs faire l'objet, comme l'a dit Anthony, d'autres séances, d'autres séminaires dans les jours qui viennent, et je vous invite bien sûr à y participer. On trouve des polluants évidemment de type chimique, de type physique, comme par exemple les laines minérales, en tout cas les fibres, les matériaux fibreux, voilà, c'est la fibre qui pose un problème, donc on appelle évidemment ces polluants des polluants physiques. Les polluants chimiques comme évidemment des substances comme les composés volatiles, voire biologiques, hein, les moisissures, malgré tout, ça reste un polluant biologique. Et puis on peut parler évidemment de une mixture un peu de tout, évidemment, si on considère l'air extérieur comme étant lui-même évidemment chargé en polluants, on peut considérer que l'air extérieur apporte aussi son lot de polluants chimiques, biologiques et voire mécaniques. Donc il existe ces polluants à l'intérieur, c'est un constat. Que peut-on faire avec ces sources de pollution, donc qui sont, comme je vous l'ai dit, présents à l'intérieur, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les occupants. Nous, en tant que, évidemment, personnes vivantes, nous envoyons par notre respiration des quantités de CO2 à l'intérieur du bâtiment. Alors le CO2, ce n'est pas à proprement parler évidemment un polluant qui est aussi dangereux que les autres, hein, puisque évidemment il ne provoque pas de maladie grave en lui-même, mais par contre c'est un indicateur, vous savez bien, de la concentration. Par exemple dans les écoles, il est clair que la concentration de CO2 a une influence sur la concentration, je dirais, des élèves, voire des enseignants aussi. Mais donc voilà, deux sources de pollution, les polluants dont je parlais, physiques, chimiques et biologiques, et puis il y a une autre source de pollution qui est le CO2. Il faut savoir aussi que le CO2 est un excellent indicateur de pollution liée encore une fois à la présence humaine, puisque plus il y a de CO2 dans un bâtiment, et en principe, ça reflète évidemment la présence importante de personnes à l'intérieur.
Il y a aussi malheureusement des interactions entre ces polluants, ce qui fait qu'évidemment c'est très compliqué évidemment à prendre en compte l'ensemble de ces polluants parce qu'ils interagissent entre eux, d'une part, mais en plus ils interagissent avec l'environnement. C'est-à-dire que forcément un polluant qui serait émis par un revêtement de sol va peut-être réagir avec les peintures qui sont évidemment mises sur les murs ou interagir avec le mobilier, etc., etc. Donc, c'est quand même assez difficile, effectivement, de prévoir le comportement et les concentrations sur des bases théoriques, puisqu'il y a cet effet cocktail qui fait que tous ces polluants finissent par interagir entre eux et peut-être provoquer l'apparition d'autres polluants encore. Un autre phénomène, ici je vous mets des courbes qui viennent d'une étude, qui montre que la concentration en composés volatiles suit les courbes de température et d'humidité. Ce qui veut dire que non seulement il y a ces polluants qui sont émis par différents matériaux ou par la présence biologique à l'intérieur du bâtiment, mais en plus, ces polluants interagissent entre eux et sont influencés par la température et le taux d'humidité à l'intérieur du bâtiment. Alors, que pouvons-nous faire? Bien, dans le cadre d'ETHER, on a mis en évidence deux moyens d'action. Le premier moyen d'action, évidemment, c'est la prévention, c'est-à-dire faire en sorte, bien sûr, que ces concentrations de polluants soient les plus faibles possibles dès le départ. Et donc, il y a tout un volet, évidemment, prévention, qui fait l'objet, évidemment, d'autres, je dirais, chapitres d'ETHER. Mais la première chose à faire, bien sûr, c'est limiter ces polluants autant que possible à l'intérieur du bâtiment. Et le deuxième mécanisme qui nous permet, d'une certaine façon, de nous protéger, et en tout cas d'assurer la bonne qualité de l'air intérieur, c'est de renouveler cet air. Alors pourquoi? C'est tout simple. Je vous ai montré qu'effectivement, l'air intérieur était en fait de l'air extérieur pollué par les différentes sources de polluants. Eh bien, on va renouveler, chasser l'air intérieur par de l'air extérieur qui est supposé évidemment ne pas contenir tous ces polluants. Donc, prévention et ensuite action, l'action étant de renouveler l'air intérieur par de l'air extérieur. Une autre courbe ici, un autre dessin qui vous montre qu'effectivement, si on augmente le débit d'air, donc si on augmente la quantité d'air extérieur que l'on va apporter à l'intérieur d'un bâtiment, on constate effectivement que la pollution diminue. Attention évidemment que ce qui va se passer, c'est que si on augmente les débits, nous allons avoir une augmentation de la vitesse des ventilateurs et donc une augmentation de la quantité d'énergie qui va être consommée par le bâtiment. Donc il y a un compromis toujours à trouver entre effectivement quel va être le bon débit et les économies d'énergie et donc de limiter ces débits. Alors il faut savoir que la réglementation en vigueur à l'heure actuelle en Belgique est une réglementation qui est en fait une réglementation thermique. Et donc, elle est liée au fait que, comme je vous l'ai dit, les bâtiments sont de plus en plus isolés, donc de plus en plus étanches à l'air, et donc il faut apporter de l'air à l'intérieur, de l'air extérieur à l'intérieur du bâtiment. Et le paradoxe veut que aujourd'hui, la réglementation est une réglementation thermique et non pas une réglementation qui est basée sur la qualité de l'air intérieur. Mais évidemment, c'est, je dirais, le grand challenge pour les années qui vont arriver, c'est de trouver ce bon compromis, d'une part entre la quantité d'énergie qui est consommée, mais cette fois-ci en mettant en avant la qualité de l'air intérieur et donc de trouver les débits qui vont pouvoir satisfaire à ces deux exigences. Une autre étude qui a été réalisée cette fois-ci dans des écoles où on voit dans ce cas-ci une classe où il n'y a pas de système de ventilation. Et donc, on voit la courbe de température qui est relativement constante, heureusement. Nos petits sont toujours dans les conditions de température idéales pour étudier. On voit le taux d'humidité. Et ce qu'on voit surtout, c'est évidemment le taux de CO2 en vert. Et on voit effectivement que dès que les enfants rentrent dans la classe, ce taux de CO2 augmente. Et il augmente très fort. Et ensuite, vous me dire, tout va bien, il diminue. Oui, il diminue évidemment quand ils sortent en récréation. Et dès que la récréation est terminée, que à nouveau ces enfants rentrent en classe, on voit que ce taux d'humidité s'élève. La même chose, mais cette fois-ci avec un système de ventilation, et on voit effectivement que le système de ventilation permet de contenir le taux de CO2 dans la classe à un niveau beaucoup plus faible que, évidemment, la classe sans système de ventilation.
Donc, effectivement, si on veut avoir, et si évidemment je parle de CO2, mais si on veut avoir un taux de CO2 qui reste, je dirais, acceptable, il faut un système de ventilation. En même temps, ces systèmes de ventilation, puisqu'ils renouvellent l'air intérieur par de l'air extérieur, rappelez-vous le tout premier histogramme que je vous ai montré, ben à ce moment-là, évidemment, on chasse tous les polluants intérieurs qui ont été émis par le mobilier, par, je dirais, éventuellement le développement de moisissures, par le radon, etc. En tout cas, tout ce qui se trouve dans l'air intérieur va être chassé par le système de ventilation. Je termine la première partie par encore un diagramme, toujours dans des écoles, ici une étude flamande qui a montré effectivement 3 catégories de bâtiments, avec toujours évidemment le CO2 comme indicateur. Et vous avez des bâtiments qui n'ont pas de système de ventilation, il y a la courbe en rouge, et on voit qu'on est largement, évidemment, encore une fois, au-dessus des valeurs acceptées. Et vous avez en rouge, l'autre extrémité, qui sont des bâtiments très économes en énergie, quasiment passifs, mais avec un système de ventilation. Et donc, on voit clairement, évidemment, l'intérêt, encore une fois, du système de ventilation, et on voit effectivement qu'on peut faire des bâtiments économes en énergie avec un système de ventilation. Alors, vous allez me dire, mais moi, il n'y a pas de souci, j'ouvre la fenêtre. Donc, moi, quand j'ouvre la fenêtre, et on l'a vu d'ailleurs dans, je dirais, la courbe du CO2 dans les classes, quand on ouvre les fenêtres, effectivement, là, les valeurs en pollution vont évidemment disparaître puisqu'on fait rentrer de l'air extérieur en grande quantité. Alors, moi, je vais vous donner un exemple, l'exemple d'une salle de bain. Les gens disent, ah ben oui, moi, j'ouvre la salle de bain chaque fois que j'ai terminé ma douche, donc tout va bien, mon bâtiment est correctement ventilé. Alors non. D'abord, ce n'est pas de la ventilation, c'est de l'aération. Vous faites rentrer de grandes quantités d'air et en hiver, cet air sera froid. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez faire refroidir votre bâtiment et donc le système de chauffage va devoir compenser cette grande quantité d'air froid qui pénètre. Et l'humidité, c'est-à-dire ces molécules de vapeur d'eau qui se trouvent dans votre salle de bain et que vous voyez disparaître puisque vous avez ouvert votre fenêtre. S'il n'y a pas un système d'extraction, ces molécules de vapeur d'eau restent dans votre bâtiment. Elles ont été diluées, donc vous ne les voyez plus, effectivement, ce n'est plus le brouillard, elles ne sont plus en suspension dans l'air, ou elles ne sont plus déposées, par exemple, sur la glace de votre salle de bain, donc elles ont disparu, donc vous vous dites elles ne sont plus là, pas du tout. Elles ont été diluées et absorbées par l'air, mais elles sont toujours dans le bâtiment, libres de se mouvoir, je dirais, au gré des phénomènes convectifs qu'il y a dans votre bâtiment, et peut-être se retrouver dans un coin, peut-être se retrouver derrière une armoire, où malheureusement la température est plus faible, et donc avoir des phénomènes de condensation et peut-être de développement de moisissures. Donc l'aération, premier problème, on ne contrôle rien, et donc on fait rentrer de grandes quantités d'air froid. Et ensuite, ce n'est pas suffisant, effectivement, pour extraire, c'est-à-dire pour chasser les polluants à l'extérieur. Donc, l'aération, oui, mais malheureusement, ces deux gros défauts font que ce n'est pas un système, évidemment, qui est accepté. Et la réglementation va imposer, pour les bâtiments neufs et pour certains cas de rénovation, d'avoir un système de ventilation. Alors, quels sont ces systèmes de ventilation? Alors ici, je vais être un peu technique, hein, c'est réglementaire, donc ne m'en veuillez pas si vous trouvez ça un peu trop, je dirais juste réglementaire, mais on va y passer, je vais essayer de faire ça, je dirais, le plus simplement possible. Et donc, il faut distinguer deux cas, il faut distinguer les bâtiments résidentiels et les bâtiments qui ne le sont pas. Et dans ce cas-là, je vous ai mis ici un slide qui reprend les deux normes, et entre autres, c'est la NBND 50001, qui est une norme assez ancienne, mais qui est toujours d'application, tant qu'on ne la change pas, sur les bâtiments résidentiels. Alors, que nous dit cette norme? Donc, ici, je vais parler des bâtiments résidentiels. Eh bien, elle nous dit que finalement, votre bâtiment doit être renouvelé de plusieurs façons. Il faut une ventilation de base, c'est-à-dire, je dirais, tous les jours. Il faut une ventilation des locaux spéciaux, parce que certains locaux n'ont pas besoin d'être ventilés comme un living. Prenons par exemple le cas d'un garage. Et il faut prévoir aussi une ventilation intensive. Alors ici, je vais surtout vous parler de la ventilation de base, qui est la plus contraignante, la plus importante, celle qui va surtout agir sur la qualité de l'air intérieur. Mais il faut savoir que, par exemple, la ventilation intensive, c'est si jamais vous avez des travaux de peinture. On sait que les peintures, évidemment, vont, dans certains
pour certaines catégories de peinture, émettre beaucoup de COV, eh bien voilà. Donc, vous allez avoir une grosse concentration de polluants. Eh bien, une ventilation intensive va vous permettre d'évacuer ces polluants si votre bâtiment est conçu de cette façon. Pour vous donner un autre exemple encore plus parlant peut-être, si vous avez envie de frire du poisson frais, en tout cas je vous le souhaite, eh bien écoutez, cette odeur, vous allez pouvoir l'évacuer si jamais votre bâtiment a prévu une ventilation intensive. Alors, la ventilation de base. Alors, c'est quoi la ventilation de base? Eh bien, vous devez considérer votre bâtiment comme une paille. Effectivement, si vous voulez boire votre mojito avec une paille, ou sans alcool bien sûr, vous pouvez évidemment avoir la possibilité d'utiliser une paille à condition qu'il y ait deux ouvertures. Il faut une ouverture en haut, où vous allez pouvoir aspirer, et il faut une ouverture en bas, où le liquide va pouvoir rentrer. Eh bien, la ventilation de base, c'est un peu la même chose. Il va falloir des amenées d'air d'un côté, considérez que c'est le trou d'en bas, et il va falloir des évacuations d'air, considérez que c'est le trou de la paille en haut. Il faut donc deux ouvertures, sinon ça ne marche pas. Et évidemment, il faut que l'air puisse évidemment transiter de l'une à l'autre. Et donc, la ventilation de base, eh bien, c'est simplement des amenées d'air dans certains locaux, des évacuations d'air dans d'autres locaux, et ce qu'on appelle des ouvertures de transfert entre les deux. Alors, où est-ce qu'on va évacuer l'air? Eh bien, on va évacuer l'air là où il y a des sources de pollution particulières et difficiles à accepter dans des locaux de vie, comme des chambres ou un living, c'est-à-dire l'humidité principalement. Et donc, là où il y a de l'humidité, là, il faut jeter cette humidité à l'extérieur. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec la salle de bain. J'ouvre la fenêtre, ah, l'humidité a disparu, je suis content. Non, elle est toujours là, elle est, je dirais, absorbée par l'air entrant. Vous ne la voyez plus, mais elle est toujours là. Ces molécules d'eau, sous forme de vapeur, il faut les évacuer. Et donc, les évacuations d'air, ce qu'on va appeler des OER, des ouvertures d'évacuation d'air, eh bien, on va les trouver dans les locaux humides, WC, salle de bain, cuisine, j'insiste, et buanderie. Et l'air, on va le faire rentrer dans les locaux secs, là où je veux absolument une bonne qualité d'air tout de suite, c'est-à-dire le living et les chambres. On rajoute évidemment les salles de jeu et éventuellement les bureaux également. Si vous avez compris ça, vous avez compris la ventilation de base et donc la réglementation. L'air rentre dans les locaux secs et il sort dans les locaux humides. Alors, qu'est-ce qu'une OAR? Qu'est-ce qu'une OER? Là, je rentre dans le détail, ça vous irez, je vous ai mis les références des réglementations et des normes, ça je vous invite à aller voir, mais une chose est importante, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, par exemple, pour une OER, donc une entrée d'air, par exemple une grille dans un châssis, eh bien, et là j'imagine que la personne qui va vous présenter des cas concrets vous en parlera, eh bien, il faut que ces ouvertures, pour qu'elles soient acceptées par la réglementation, elles doivent avoir trois positions intermédiaires entre le complètement fermé et le complètement ouvert. Sinon, elles ne sont pas acceptées. Donc, si vous avez une grille de ventilation dans un châssis ou dans un mur qui fait rentrer de l'air, mais qui n'a pas trois positions intermédiaires, elle n'est pas réglementaire. Comme pour les extractions d'air, les OER, il faut malgré tout, quand elles soient fermées, qu'elles laissent passer un petit quelque chose. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Tout simplement, pour que la grille laisse rentrer de l'air, il faut que le bâtiment soit en dépression, c'est-à-dire qu'il faut que de l'air s'échappe du bâtiment. Rappelez la paille. Pour que votre mojito rentre dans la paille, il faut qu'il y ait une petite absorption dessus. Donc, entrée d'air, sortie d'air, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi, ce qu'on veut en termes d'entrée et de sortie. Ces grilles, ou en tout cas, si on parle de ventilation naturelle, doivent effectivement répondre à certaines conditions. Alors maintenant, vous allez me dire, OK, j'ai des entrées d'air, OK, j'ai des sorties d'air. Comment l'air va rentrer? Eh bien, il peut rentrer de façon naturelle. Oui, il peut rentrer, évidemment, de façon forcée, c'est-à-dire via un ventilateur. Et c'est pareil pour la sortie. On peut très bien avoir des sorties naturelles, un effet de tirage de cheminée, ou avoir des effets mécaniques, c'est-à-dire utiliser un ventilateur. Ce qui veut dire que la ventilation de base, prévue par la norme, finalement, il y a 4 cas. Soit vous avez le cas A où tout est naturel, et je dirais à l'autre extrémité, vous avez le cas D, où là, le système D, vous avez effectivement aussi bien la pulsion, l'entrée d'air, que l'extraction, la sortie d'air, qui est mécanique. Alors, je vais vous présenter assez rapidement, évidemment, ces 4 cas. Petite remarque, attention,
c'est réglementé. Et donc, évidemment, derrière, il y a tous des chiffres, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais savoir que, par exemple, dans les entrées d'air naturelles, prenons le cas des grilles que vous mettriez dans vos châssis, eh bien, le débit à 2 pascal ne peut pas dépasser le double du débit exigé par la norme. Alors, dit comme ça, évidemment, personne ne comprend. Alors, dit différemment, ça veut dire quoi? Imaginons que vous avez besoin d'un débit de 100 dans votre living. Vous avez plein de fenêtres, hein, c'est la grande tendance d'avoir maintenant des livings qui sont très ouverts sur l'extérieur avec beaucoup de fenêtres. Vous mettriez des grilles dans toutes les fenêtres et finalement, les grilles laissent rentrer 250 alors que la réglementation en prévoit 200. Bien, vous ne respectez pas la réglementation parce que vos grilles laissent rentrer plus du double du débit nominal. Donc, vous voyez que cette réglementation, malgré tout, elle est relativement précise et ce n'est pas simplement faire rentrer et faire sortir de l'air. Alors, très rapidement, je vous présente évidemment, dans le cas d'un bâtiment, quels sont ces 4 systèmes. Le système naturel, vous voyez, des grilles dans les châssis, et puis des cheminées un peu partout. Alors, pourquoi des cheminées? Parce que pour faire sortir de l'air, il faut une cheminée, ce qu'on appelle un effet de tirage. Et donc, dans les pièces humides, vous aurez à chaque fois une cheminée. Alors, on peut regrouper des cheminées entre elles, bien sûr, mais voilà, en tout cas, votre toiture aura évidemment à ce moment-là des cheminées pour permettre à l'air des pièces humides de s'évacuer. Le système B, là on va commencer à mélanger, hein. Vous avez une entrée mécanique, une sortie naturelle. Là c'est extrêmement rare d'avoir une machine qui fait rentrer de l'air et puis en même temps des cheminées pour le faire sortir. Je dirais que c'est un système qui est pratiquement inusité, donc je le passe. Le système C, où là vous avez des entrées naturelles et une sortie mécanique. Donc vous voyez dans le bâtiment, vous avez ces fameuses grilles toujours que l'on vient placer de façon privilégiée dans les châssis, puisque les trous sont déjà faits. On peut très bien les mettre dans les murs, hein, mais évidemment, esthétiquement, c'est plus discutable. Et puis vous avez cette petite machine qui est située ici dans le grenier, on peut la mettre évidemment où on veut, et qui va aller chercher l'air dans les différentes pièces humides. Donc je rappelle la salle de bain, la cuisine, le WC et la buanderie. Et donc vous avez l'air qui rentre par les grilles et puis qui sort par cette petite machine. Et puis, vous avez le dernier système, qui est donc le système D. Attendez, j'ai été trop vite. Ah, voilà, c'est mal mis le slide, autant pour moi, désolé. Voilà, le système D, où là, vous avez une machine unique qui va, par un réseau de gaines, dans les différentes pièces aller chercher l'air et l'extraire. Et en même temps, évidemment, vous allez avoir la même chose pour les pièces humides qui va donc être extrait. Alors, évidemment, vous voyez ici que vous avez l'ouverture par laquelle l'air extérieur va être amené dans les différentes pièces sèches, donc les chambres, le living, salle de jeu, éventuellement un bureau. Et donc, nous sommes en plein hiver. Il fait moins 10 dehors. J'espère que chez vous, il fait 20 degrés. L'idée, c'est donc aller chercher de l'air à moins 10 et de l'amener dans les différentes pièces de vie. Et l'air qui est à 20 degrés dans vos pièces humides, vous allez l'extraire et le jeter dehors. On voit bien que d'un point de vue énergétique, c'est dommage. Il y a quelque chose à faire. Et ce quelque chose à faire, c'est bien sûr de placer un système de récupération de chaleur qui va vous permettre, plutôt que de prendre de l'air à moins 10 et de le jeter chez vous, de préchauffer, pardon, oui, c'est ça, et d'être préchauffé par l'air qui est à 20 degrés dans les différentes pièces humides et qui, lui, devrait être jeté dehors. Donc l'air qui est à 20, qui devrait être jeté dehors, contient de l'énergie et qui va servir à préchauffer l'air qui est à moins 10 et qui va être ainsi pulsé à l'intérieur de votre bâtiment. Et donc, le grand intérêt du système D, outre bien sûr le contrôle des débits, d'avoir tout qui est mécanisé, c'est surtout bien sûr d'avoir une récupération de chaleur. On peut améliorer le système C et le système D par ce qu'on appelle une ventilation à la demande. Je dirais que c'est surtout intéressant dans le cadre du système C, puisque je vous rappelle, le système C, tout est naturel sauf l'extraction, et donc ça veut dire que vous extrayez en permanence dans votre salle de bain, dans votre WC, dans votre cuisine et dans votre buanderie de l'air. Finalement, s'il n'y a personne ou si vous dormez, c'est un peu inutile. Et donc la ventilation à la demande, c'est simplement réduire le fait que vous jetez de l'air chaud à l'extérieur, vous mettez votre bâtiment en dépression et donc de l'air froid rentre. Donc on va essayer, lorsque vous n'êtes pas là, ou lorsque le bâtiment, la salle de bain par exemple, n'est pas utilisé, on réduit la vitesse du ventilateur, on fait des économies d'énergie, et donc on trouve des capteurs de présence, des capteurs à horloge, des détecteurs de mouvement, voire dans les systèmes les plus évolués, des détecteurs de CO2, détecteurs de COV. C'est ce qu'on appelle la ventilation à la demande.
Alors, qui dit réglementation dit chiffres, donc on a compris le principe, c'est ce que je viens d'expliquer, 4 systèmes A, B, C, D, mais maintenant il faut évidemment mettre des chiffres dans les débits. Alors très rapidement, parce que ça je dirais que c'est une partie un peu technique, ben, vous avez le fameux RGPT, donc le Règlement général de la protection des travailleurs, qui dit qu'il faut 30 mètres cubes heure par personne au minimum, et au niveau de la norme, la NBN D50001 sur les logements, je vous rappelle, eh bien là, pour faire plus simple, on va plutôt prendre non pas un débit par personne, parce que dans une habitation, finalement, bon, ben, le nombre de personnes, évidemment, il n'évolue pas de façon très importante, mais on va plutôt prendre ça par mètre carré. Ben, plus les pièces sont grandes, ben, plus on va devoir mettre du débit. Alors, il y a des valeurs minimum, des valeurs maximum. Voilà, je vous ai mis ici le tableau. Vous voyez que, par exemple, dans le cas d'un local de séjour, il faut 3,6 mètres cubes heure par mètre carré, mais minimum 75, et on peut se limiter à 150. Et c'est pareil un peu pour les autres pièces. Et vous voyez que ce chiffre de 3,6, ben, on le retrouve un peu évidemment dans la plupart des pièces. Un WC, par exemple, c'est 25, parce que rarement on va à deux dans un WC, et donc il n'y a qu'une seule personne, et on considère que 25 mètres cubes heure, c'est suffisant. Alors maintenant, dans quel cas je dois faire ça? Alors je vous rappelle, je vous l'ai dit, la réglementation thermique sur la ventilation, ben, elle dépend de ce qu'on appelle la PEB, donc la performance énergétique des bâtiments, qui concerne les demandes de permis. Et dans cette demande de permis, vous avez différents cas de figure. Les bâtiments neufs, les rénovations, qui peuvent être importantes ou simples, et puis vous avez les changements d'affectation. Eh bien, cette réglementation thermique, l'obligation de mettre un système A, B, C ou D et de respecter les débits, dans le neuf, vous êtes obligé de la prévoir. Et vous allez me dire, et en rénovation? Eh bien, en rénovation, vous voyez ici dans ce tableau, vous avez ici la colonne sur la ventilation, hein, l'avant-dernière colonne. Eh bien, on vous dit, attention, en rénovation, s'il y a demande de permis, vous devez prévoir des grilles de ventilation, ou en tout cas des amenées d'air, dans les locaux où vous remplacez les châssis. Remplacement de châssis, en principe, demande de permis égale grille de ventilation dans les châssis. Et si vous créez une annexe, c'est-à-dire un nouveau bâtiment, une extension, vous créez une nouvelle cuisine, par exemple, eh bien à ce moment-là, vous êtes obligé de prévoir les débits d'extraction, puisque nous sommes dans un local humide, dans ce local. Donc, vous créez une cuisine alors qu'il y avait déjà le bâtiment, vous n'êtes pas dans une extension, vous n'êtes pas obligé de mettre une extraction. Vous créez une cuisine en créant un nouveau bâtiment, en faisant une extension, vous êtes obligé de mettre une extraction. Vous changez vos châssis, vous devez prévoir des grilles de ventilation dans les locaux secs. Petite spécificité pour la France, pour la Flandre, pardon, parce que tout ce que j'ai dit ici, évidemment, c'est une norme, la NBND 5001, qui s'applique évidemment des deux côtés de la frontière linguistique. Mais petite spécificité PEB pour la Flandre, vous voyez, il faut un rapport des débits. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir demander le contrôle par un organisme indépendant ou par une personne qui n'est pas le ventiliste, la personne qui a mis l'installation, et qui va venir vérifier que dans les différentes bouches, vous avez, en tout cas pour un système mécanique, vous avez les bons débits. C'est un peu dommage qu'en Wallonie, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. Donc ça veut dire que si l'installation malheureusement est mal réglée, ben, vous ne pouvez pas le savoir. En tout cas, la réglementation ne vous oblige pas à le prévoir. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit donc, concernant les réglementations, concernant les rénovations. Ça, c'est pour la partie résidentielle. Pour la partie non résidentielle, je ne vais pas m'attarder. Hein, si jamais vous avez des questions, on pourrait les poser par après. Mais simplement sur le principe. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une paille concernant votre bâtiment. L'air rentre par les locaux secs, il sort par les locaux humides avec des ouvertures de transfert entre les deux. Eh bien, dans le cas des bâtiments non résidentiels, eh bien, cette paille va s'appliquer au local. Donc, c'est par local que l'on va regarder si l'air rentre bien et si l'air sort. Donc, je dirais que philosophiquement, on n'a pas la même approche. Dans le cas d'une maison, c'est l'ensemble du bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment de type non résidentiel, on va retravailler pièce par pièce. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous en parle des bâtiments non résidentiels, c'est que dans la norme, que j'ai reprise dans le slide 4 ou 5, on vous parle de différentes qualités d'air. Et vous avez une qualité d'air excellente jusqu'à une qualité d'air médiocre. Et elle dépend de quoi cette classification? Eh bien, elle dépend des débits. Plus vous insufflez de l'air extérieur dans un local, dans un bureau, et plus on considérera que
cet air est d'excellente qualité. Au contraire, vous en faites moins de 22 mètres cubes par personne, heure par personne, et là, on considérera que votre qualité d'air est très faible. Ce qui est d'ailleurs inacceptable, parce que rappelez-vous, on ne peut pas être en dessous de 30. Mais 30, ça correspond à la qualité d'air acceptable, ce qui veut dire que vous pouvez très bien vous prévoir des débits beaucoup plus importants dans un immeuble de bureau et demander à avoir une qualité d'air excellente. Donc, je dirais, philosophiquement, on travaille pièce par pièce. Et là, vous avez 4 définitions de qualité d'air en fonction des débits. On peut mettre des débits beaucoup plus importants. Attention, on a vu grand débit égale grande consommation d'énergie. Hein. Il y a toujours un compromis à trouver, malheureusement, entre la qualité de l'air, bien sûr, et puis la consommation des ventilateurs. Alors, quelques petites remarques qui vont arriver juste après ce slide, mais en tout cas, ce slide est déjà une remarque. Regardez ici l'exemple de la photo. On est dans un système mécanique, donc je prends de l'air à l'extérieur et je le pulse dans les pièces de vie, et puis je prends l'air humide et chaud des pièces humides, et je le rejette à l'extérieur, et si c'est un système mécanique avec récupérateur de chaleur, ils vont se croiser dans le récupérateur de chaleur. Mais regardez ici, on a mis les deux bouches trop près l'une de l'autre. Donc ça ne marche pas, il y a ce qu'on appelle un bypass. C'est-à-dire que vous allez rejeter de l'air que vous supposez polluer, mais il est tellement près de l'entrée que vous allez en fait le réinjecter à l'intérieur du bâtiment. Et donc la réglementation, bien sûr, prévoit de nombreuses choses, dont, entre autres, le fait que s'ils sont fort près l'un de l'autre, vous devez évidemment augmenter la distance qui va séparer les deux rejets. Alors ce slide est intéressant parce qu'on va en parler juste à la fin. Alors, réglementation, il faut choisir des systèmes, il faut choisir des débits, mais attention à la qualité de la mise en œuvre. Alors là, je quitte un peu la réglementation, mais il est clair qu'un système de ventilation, il doit être aussi entretenu, c'est très important. Et il doit être entretenu, je dirais, avant même qu'il soit mis en œuvre. Et ici, je vous montre des photos où, sur chantier, un chantier de construction, vous savez bien, c'est jamais propre, il y a de la poussière partout, on scie, on ponce, etc. Il y a de la poussière. Si jamais vos gaines de ventilation sont stockées, je dirais, sans avoir prévu des bouchons, vous allez retrouver forcément toute cette poussière de chantier à l'intérieur des gaines avant même d'avoir mis votre système de ventilation en route. Donc attention à l'entretien, et cet entretien commence déjà, je dirais, avant même la mise en œuvre. Après, évidemment, pendant le fonctionnement, il y a des filtres, il y a ces conduites, il faut peut-être prévoir, avoir un agencement qui va permettre un nettoyage, évidemment, de ces gaines. Sinon, l'air que vous respirez passe à travers ça. Alors, ici, c'est évidemment des cas extrêmes. Certainement que ça n'a pas été protégé pendant la construction. On voit que c'est annelé. On dit évidemment toujours qu'il faut avoir plutôt des réseaux avec des gaines qui sont plutôt lisses à l'intérieur. Bon, mais en tout cas, voilà, dans un cas extrême, on peut retrouver ce genre de canalisation, évidemment, si elles ne sont pas correctement entretenues. S'il n'y a pas de filtre à l'entrée, forcément, on risque d'avoir des situations extrêmes comme celle-là. Alors, je terminerai cet exposé, en tout cas ma partie, avant de céder la parole à l'interlocuteur suivant, par une étude qui a été faite par le CSTC dans le cadre de systèmes de ventilation dans des maisons récentes, donc dans des constructions récentes. Et donc, ils ont mesuré le taux de poussière qu'il y avait dans le système de pulsion d'air, donc dans le système qui apporte l'air extérieur à l'intérieur du bâtiment. Et on voit qu'il y a beaucoup moins de poussière à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, tout va bien, les systèmes fonctionnent bien. Sauf un que vous voyez en rouge, en haut à gauche, où là, on constate que la quantité de poussière à l'intérieur est beaucoup plus importante qu'à l'extérieur. Vous voyez, donc, de façon quand même assez, je dirais, alarmante. Alors, évidemment, le CSTC a poussé ses investigations pour essayer de comprendre pourquoi ce cas, évidemment, présentait ce taux de poussière de façon beaucoup plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Eh bien, premièrement, évidemment, les gaines n'ont pas été bouchées pendant les travaux, en tout cas, ni le stockage ni les travaux. Et ensuite, la prise d'air, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, était bien l'une à côté de l'autre. Regardez. Les deux bouches étaient effectivement l'une à côté de l'autre et des photos qui ont été prises pendant les travaux montrent bien effectivement que si on pousse la gaine dans un environnement comme celui-là, on ne doit pas être étonné évidemment qu'on se retrouve avec plein de poussière à l'intérieur. Donc, la réglementation prévoit les débits, prévoit les systèmes, prévoit le dimensionnement
Mais la qualité de la mise en œuvre, le confort et l'entretien, évidemment, c'est pour moi tout aussi important. J'ai terminé mon PowerPoint et maintenant je vais céder la parole donc à l'interlocuteur suivant. Un grand merci pour cette intervention grâce à laquelle on ne pourra plus de Morito Pie sans penser à la qualité de l'air intérieur, je pense. Sans transition, je vais laisser la parole à Monsieur Philippe Baumans de EcoAir System. Voilà. Bonjour, Philippe Baumans, effectivement. J'espère que vous m'entendez. Je n'ai pas de petit micro comme vous, mais je pense que ça va aller très bien aussi. Il me faut juste un petit coup de main, c'est pour partager ma présentation. Je vais remercier M. Vona qui a fait une très belle présentation, très intéressante, très complète. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, je suis dans le domaine depuis pas mal de temps, mais la législation étant à ce point complexe et tous les petits détails très particulier qu'on en apprend toujours. Donc, alors, si je peux juste de la présentation, oui, bien sûr. Donc, au niveau de la présentation, si vous regardez en haut à droite, vous avez un onglet partagé juste à côté de l'onglet quitter normalement. Et là, vous pouvez partager votre écran. Alors, en haut à droite, moi, j'ai rien, mais j'ai un bac de partage que j'ai ouvert. Et partager du contenu. Si vous avez ça, sinon, attendez, je ne sais pas si moi je peux prendre la main directement ou Yasmina peut-être. Oui, si on m'envoie le PowerPoint, je peux le partager. Ça, je peux le faire directement. Ça. Le voici. Alors, petite note pendant que l'aspect technique se met en place, on avait une petite question sur la réglementation belge ici de Frédéric Kolsowski qui nous demandait si la réglementation belge en matière de ventilation prenait également en compte la nécessité d'amener d'air pour les appareils à gaz, cuisson, chaudière non étanche ou des appareils de chauffage à bois, etc. On peut éventuellement déjà répondre à cette question, le temps que l'aspect technique se mette en place. Oui, donc effectivement, la réglementation à ce moment-là n'est plus une réglementation sur la ventilation proprement dite. Rappelez-vous, je vous avais parlé de la ventilation des locaux spéciaux. Et donc, on va considérer évidemment qu'un local dans lequel vous avez un appareil à combustion non étanche va être un local spécial. Et là, vous avez besoin, mais là, on va plus vers la réglementation des appareils à combustion. Pour brûler, on a besoin d'oxygène. Et pour amener de l'oxygène, cet oxygène va venir de l'air extérieur. Et donc, effectivement, vous allez avoir une réglementation, une norme, mais qui va parler à ce moment-là d'air comburant. Et donc, vous allez avoir besoin d'injecter, via des grilles de ventilation, par exemple, une certaine quantité d'air, donc d'oxygène, dans le bâtiment, effectivement. Enfin, dans la pièce, plus exactement. On n'est plus à l'idée du bâtiment, on est plus dans la pièce. Donc, c'est une législation, une réglementation qui s'occupe, dans le cas des chaudières, de chaufferie, on appelle ça une chaufferie. Mais dans le cas des poêles, par exemple, c'est la même chose. Vous avez besoin d'apporter de l'oxygène dans la pièce où se situe le poêle, par exemple. Alors, malheureusement, les normes sont différentes en fonction du type de combustible. Donc, pour le bois, qui est un combustible solide, vous avez une certaine norme. Puis, vous avez une norme également pour les combustibles de type gazeux. Et puis, attention, vous avez également une norme pour les sorties. Parce qu'on revient à la paille. Vous voyez, c'est toujours une question de burrito, en fait. Donc, c'est-à-dire que pour que votre grille laisse rentrer dans la pièce de l'oxygène, il faut que la pièce soit en dépression. Et donc, pour qu'elle soit en dépression, il faut qu'il y ait un effet de tirage. Donc, il faut que la cheminée de votre appareil, elle aussi, réponde à des normes.
sais pas si j'ai répondu à la question. Mais si je peux compléter ce que dit M. Vonin, aujourd'hui, les appareils sont généralement étanches, que ce soit les chaudières gaz, que ce soit le mazout. On travaille souvent aujourd'hui avec des systèmes à condensation, donc qui croisent les flux. Ou les poêles à pellets. Ou les poêles à pellets. Et pour les poêles à bois qui se trouvent encore dans le séjour, de plus en plus, ils ont un petit conduit maintenant vers la chambre de combustion qu'on peut amener vers l'extérieur et ça résout le problème. Mais effectivement, les anciens systèmes, c'est même un peu dangereux avec des systèmes de ventilation parce que on ne gère pas du tout l'amener d'air. Donc quand c'est un système de type B ou C, ça peut encore fonctionner. Avec un système D, ça commence à rentrer en conflit, surtout s'il y a en plus une hotte avec un rejet à l'extérieur. Voilà, pour répondre à cette question. Alors, pour ma présentation, je vais compléter en fait ce que M. Vonin a expliqué en parlant plutôt des aspects pratiques par rapport à l'installation concrète des systèmes de ventilation. On peut passer déjà au second slide et même au suivant. Voilà, j'ai fait un petit plan de présentation. Donc, pour arriver à avoir une qualité d'air dans le bâtiment, il faut une mise en œuvre correcte. Et pour ce faire, il faut d'abord, c'est une étude et une conception correcte du système de ventilation. On peut passer déjà au prochain slide. Donc, l'étude et la conception du projet, ça va être dès le départ de choisir le type de ventilation. M. Vonin a expliqué qu'il y a différents types, le A, le B, le C et le D. Le A, je le dis, ventilation naturelle n'est plus une option. Et donc, on a plutôt des systèmes où on va choisir le simple flux ou le double flux. Et dans chacun des systèmes, il y a encore un choix à faire, c'est si on le veut centraliser ou décentraliser. Sur les simples flux, on parle donc simplement d'une extraction. Et je vais juste compléter un peu ce que M. Vonin disait quand il parlait du système D quasiment pas usité. C'est vrai, et en même temps, c'est le fer de lance de certains installateurs qui font de la déshumidification. En fait, pour résoudre le problème, ils mettent le bâtiment sur pression en faisant rentrer de l'air préchauffé, généralement électriquement. C'est un petit système facile à mettre en œuvre et on évite. En fait, on utilise les imperfections du bâtiment et on résout comme ça pas mal de problèmes d'humidité parce que l'air va s'exfiltrer à l'endroit où il y a des imperfections et donc il n'y a plus d'air froid qui va y rentrer, mais de l'air chaud qui en sort et donc on chauffe ces endroits-là, on n'a plus de condensation. Ce n'est pas une façon très catholique et certainement ni économique ni écologique de faire, mais je sais que pas mal de gens agissent comme ça. Je referme la parenthèse par rapport à ce système B. Et donc, il y a les systèmes C et les systèmes D. Souvent, les systèmes D, on va les retrouver en centralisé et en décentralisé. Donc, soit un extracteur unique qui va aller aspirer dans toutes les pièces humides et dans les toilettes, soit des extracteurs qui seront mis local par local. En double flux, 95% des doubles flux sont des doubles flux centralisés avec une unité avec un échangeur. Il y a malgré tout quelques cas de décentralisés où pièce par pièce, on va avoir pulsion-extraction avec son échangeur dans le local. Mais c'est plus marginal, même si une société belge en a fait son fer de lance également. Donc, le choix est important à réaliser parce qu'il va avoir pas mal d'impact sur comment on va le mettre en œuvre dans le bâtiment. Le deuxième point à veiller au moment de la conception du projet, c'est le dimensionnement. Donc, M. Vonin a très bien expliqué que les débits de ventilation, il y a d'une part l'aspect réglementaire, avec, quand ce n'est pas du résidentiel, vraiment des aspects assez spécifiques et local par local, on va parler de débit de ventilation. Plus le débit est important et meilleure est la qualité d'air. Et donc, il a montré qu'il y avait 4 qualités d'air dans le non résidentiel.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien d'aller vers la qualité d'air, mais il faut toujours mettre ça en balance avec l'aspect économique, puisque plus on parle de débit important, l'échangeur il a un rendement, plus on va avoir de pertes. Plus on parle de débit important, plus il faut des ventilateurs importants, donc un investissement important, et plus il va avoir une consommation électrique, puisque plus il y a de débit, plus le ventilateur doit tourner à un régime important, et donc on va avoir cette balance entre débit important, mais en même temps je le limite au maximum afin d'avoir le confort et d'avoir un aspect économique le plus intéressant pour le client. Donc en non résidentiel, par exemple, c'est primordial. On va retrouver, par exemple, comme ça, dans les implémentations, des systèmes qui vont permettre d'éviter le débit dans certains locaux à certains moments. Donc des clapets qui referment ça. L'exemple type, vous avez une entreprise d'une centaine de personnes, ben vous avez un réfectoire. Le réfectoire, il est utilisé une demi-heure, une heure par jour. C'est un espace assez grand qui demande, selon la législation également, des débits importants. Mais voilà, il n'est utilisé que très ponctuellement. Et donc, on va respecter les normes, mais on va mettre des clapets qui permettent de l'isoler et de ne pas le ventiler de façon importante le reste du temps. Dans le dimensionnement, et j'en reparlerai plus loin, l'équilibrage des débits est également quelque chose de primordial. Le dimensionnement, il permet également d'envisager dès le départ la limitation des pertes de charge. Donc on va mettre des gaines qui permettent de distribuer ou d'aller rechercher l'air dans les différents locaux. Cet air étant acheminé au travers de gaines, on va avoir des frictions sur les parois, on va avoir par le mouvement de l'air un effet de certains freins, et donc c'est ce qu'on appelle les pertes de charge. Donc c'est tout ce qui va concourir à la consommation du ventilateur, puisque le ventilateur, pour amener une quantité d'air, va devoir combattre ces différents éléments qui freinent l'air sur le cheminement. Les éléments aussi qui sont primordiaux au niveau du dimensionnement dans la conception du projet, c'est le confort, c'est-à-dire l'acoustique, donc le bruit que peut générer le système de ventilation, mais également la vitesse et la température de l'air auquel on va être confronté dans le local, notamment sur les systèmes simple flux. Une grille d'entrée d'air, c'est très bien. Quand on est juste à côté et que les températures sont de l'ordre de 0 à 5 degrés, l'air qui rentre à cette température, mais même s'il a une vitesse faible, il provoque un inconfort assez grand parce qu'on sent très vite ce phénomène de courant d'air. Dans des locaux de classe, par exemple, ça peut être assez désagréable pour ceux qui sont juste à côté, même s'il y a le radiateur juste en dessous, puisque la vitesse d'air va pouvoir à certains moments rentrer assez rapidement. Si on peut passer au slide suivant, merci. Et donc, dans la conception, alors on va avoir la sélection des organes de ventilation. Donc, il y a une attention particulière qui va être sur le groupe de ventilation, auquel on va envisager le rendement de l'échangeur dans le cas du double flux. La consommation électrique, qui est aussi quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, on ne trouve quasiment plus sur le marché que des moteurs à courant continu, mais les courants alternatifs existent aussi. La consommation électrique n'est pas du tout la même. On va parler aussi de quelque chose qui s'appelle l'enthalpie. Donc souvent pour le commode et mortel, un système de ventilation avec récupérateur, ça permet globalement de repulser l'air à la même température. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le bâtiment, on cherche également, en renouvelant l'air, à évacuer l'humidité excessive. Donc je dis bien l'humidité excessive, parce que l'humidité est quelque chose de primordial pour notre santé. Nos muqueuses, elles n'aiment pas un assèchement de l'air trop important, et donc avoir un système qui permet d'évacuer l'humidité excessive est important, mais pas d'assécher trop. Et donc, un des soucis aujourd'hui qui existent, typiquement avec les échangeurs à plaques, c'est que de base, ils évacuent complètement l'humidité et à certaines périodes de l'année, l'air extérieur, typiquement par exemple quand il gèle, l'air peut être avec un bon taux d'humidité relative à l'extérieur, mais dès qu'il est réchauffé pour remonter dans le bâtiment, il arrive avec une humidité relative assez faible et un assèchement de l'air dans les bâtiments.
Alors, soit il y a des personnes qui sont très sensibles à ça et qui commencent à avoir des soucis, ou des gens qui ont violon, piano, ou des parquets qui sont très sensibles, et il faut à ce moment-là réhumidifier l'air dans le bâtiment. Et donc, il y a des groupes de ventilation qui permettent de mieux gérer ça, soit des échangeurs à plaques avec échangeurs dienthalpiques, donc il y a une paroi qui permet de retransférer de l'humidité, soit des échangeurs à roue. Élément important aussi, c'est la filtration de l'air entrant, donc d'une part pour les gens sensibles, et d'autre part dans les villes, la réglementation demande également par rapport aux particules fines à avoir de la filtration sur l'air entrant qui est toujours un peu plus performante. Alors, dans la conception, les réseaux aérauliques ont vraiment une place primordiale parce que c'est eux qui vont permettre d'avoir les pertes de charge minimales, qui vont permettre d'avoir un système parfaitement silencieux et qui vont également concourir à la qualité d'air intérieur, dans le sens où les matériaux ne doivent pas être des matériaux qui ont des polluants dans leurs propres constituants. Donc, par exemple, tout ce qui est matériaux PVC pour du sanitaire n'est pas adapté du tout à réaliser de la ventilation hygiénique. En extraction, ça se défend, en double flux, pas du tout. Et également, le PVC, il faut comprendre que quand on déplace de l'air à une faible vitesse, on va avoir de la génération d'électricité statique qui va encore concourir plus à l'encrassement de ces gaines. Donc, ce n'est pas le matériau à privilégier dans des systèmes de ventilation. Les gaines en acier galvanisé sont aujourd'hui ce qui est le plus reconnu pour réaliser cela. Elles sont également, il faut toujours veiller également à son réseau aéraulique de pouvoir le nettoyer dans le temps. Et donc, des réseaux qui sont faits uniquement avec des gaines flexibles, des gaines plates qui circulent sur de longs trajets, il faut bien comprendre que ce n'est pas dans les 5 premières années qu'on a des soucis, mais au bout de 10, 15, 20 ans, on a des réseaux qui ne sont pas nettoyables et donc les gens se retrouvent avec des systèmes de ventilation qui deviennent inefficients puisqu'ils sont encrassés et pas nettoyables. Important également, c'est toujours de bien veiller à, quand on conçoit son projet, que certaines gaines devront être isolées, donc il faut leur prévoir la place suffisante. Les gaines de prise et rejet d'air, on y reviendra, et également tout ce qui passerait hors du volume chauffé. Dans un garage, dans une cave, un vide ventilé, un comble non isolé devrait être isolé. Les bouches terminales doivent être envisagées aussi dès le départ parce que l'esthétique pour beaucoup d'architectes est primordiale et pour le client final aussi. Maintenant, il faut toujours rappeler qu'il y a une question d'accessibilité, donc des bouches qui sont intégrées dans des meubles avec une fine fente, rien de démontable, ce n'est pas quelque chose d'idéal. On doit pouvoir les nettoyer dans le temps. Et surtout, et on en parlait tout à l'heure en région flamande, aujourd'hui, un organisme indépendant doit venir mesurer les débits, donc lui permettre de le faire correctement son travail. Sinon, ces organismes, ils disent, voilà, moi je ne sais pas mesurer les débits, donc le système n'est pas conforme. Monsieur Vona a aussi parlé de ce qui est prise et rejet d'air. Donc, effectivement, la distance pour éviter le court-circuit. Aussi, un problème qu'on rencontre très souvent, c'est une filtration trop importante par ces grilles, des petits tissus anti-moustiques. Au bout de 2 ans, sur la prise d'air, ils sont colmatés, ne sont pas toujours les plus accessibles, personne ne pense à ça, et puis à un moment, on se demande pourquoi son système de ventilation dysfonctionne. Également, le dimensionnement correct, trop souvent de petites grilles qui induisent trop de perte de charge. Perte de charge signifie toujours consommation excessive au niveau du groupe de ventilation. Et alors, l'aspect régulation, qui est primordial sur les systèmes C, donc en extraction. En double flux, c'est aussi très important. Mais en simple flux, on veut vraiment coller au plus au niveau de l'occupation des locaux, puisqu'on fait rentrer l'air à la température extérieure. Le double flux, il permet de gommer un petit peu, parce qu'il y a une récupération d'énergie. Maintenant, dans le non résidentiel, c'est primordial de diminuer les débits de ventilation au moment où des bureaux ne sont pas occupés. En résidentiel, voilà, quand la maison n'est pas occupée, on va travailler sur un régime minimal. Quand il y a
production d'humidité importante par des douches, des bains, ou parce qu'on fait une réunion familiale et l'occupation augmente, c'est bien de pouvoir également réguler ces débits. Le slide suivant. L'aspect primordial également, c'est l'acoustique, parce qu'un système de ventilation qui fonctionne bien, c'est un système qui se fait oublier parce que les gens ne l'entendent pas. À partir du moment où les gens vont avoir du bruit, surtout dans du résidentiel, dans des bureaux, c'est encore un environnement différent. En résidentiel, c'est primordial d'avoir un bon système de ventilation pendant la nuit. Une personne évacue entre 200 et 250 millilitres par sa respiration et par la transpiration d'humidité pendant la nuit, produit pas mal de CO2. 2 personnes dans une pièce de taille assez limitée produisent pas mal de CO2. Et donc, il faut une qualité d'air indispensable. Si l'acoustique n'y est pas, les gens n'ont qu'une envie, c'est de tirer la fiche du système de ventilation, et donc on n'a pas un bon fonctionnement. Donc l'acoustique est primordiale. En simple flux, on va me dire, ah ben, ça résout beaucoup de choses, sauf que ça ne garantit pas toujours le débit de ventilation nécessaire dans une chambre pendant une nuit. Donc, en simple flux, il y a énormément de systèmes où on va faire également de l'extraction dans les chambres. Et donc, si on le fait, l'acoustique devient primordiale également. Important aussi, c'est la téléphonie. Beaucoup trop de projets sont conçus où on n'y pense pas. Et donc, on retrouve, par exemple, des bouches de ventilation de la cuisine qui sont en lien quasi direct avec les toilettes. Et donc, vous avez un feedback direct sur le repas que vous avez préparé par rapport à vos invités quand ils vont à la toilette. Donc, c'est pas toujours très comique et il faut le penser dès la conception, d'avoir une séparation entre le conduit qui va récupérer certains locaux afin de ne pas avoir de transmission acoustique entre les deux. Les chambres, typiquement, c'est aussi primordial. Et donc, à la conception, on peut vraiment envisager des réseaux de ventilation séparés qui permettent de mieux gérer ça. L'intégration des différents organes, trop souvent, on arrive a posteriori dans la réalisation. Donc, le bâtiment existe déjà et les gens vous demandent comment mettre maintenant le système de ventilation. Et donc, certains faux plafonds, certaines choses n'ont pas été anticipées. Et donc, voilà, il faut créer des caissons, il faut utiliser des gaines plates. Les gens, on met le groupe de ventilation dans des lieux pas toujours accessibles. Et donc, déjà comme ça, de rappeler aux gens qu'il faut aller nettoyer ou remplacer leur filtre n'est pas évident, mais quand c'est dans un lieu inaccessible, on a encore moins envie. Et la position des prises et rejets d'air n'est pas toujours optimale. Donc, il y a le fameux court-circuit qui est quelque chose sur lequel il faut veiller, mais il y a également, par exemple, une prise d'air qui est à proximité de la cheminée d'un poêle à bois. La combustion n'est pas toujours parfaite et donc on sent l'âcre qui rentre à l'intérieur du bâtiment. Des prises d'air qui sont mises dans des carports et donc le matin on démarre sa voiture. Ça va peut-être se résoudre avec les véhicules électriques, mais on démarre sa voiture, on la laisse un peu tourner pour dégivrer le pare-brise et donc voilà, on a les odeurs et les polluants qui rentrent. Des prises d'air mis à côté d'une sortie de hotte de cuisine, etc., etc. Et également, c'est dès le départ prévoir l'entretien du réseau aérolique. Ne pas se dire, ben voilà, maintenant il est mis dans un faux plafond, on n'y accédera jamais, on n'aura jamais besoin d'y accéder. Donc, la conception du projet est primordiale. On peut passer au slide suivant, merci. Alors, maintenant, on va parler d'un cas concret, comme on le reçoit au moment de l'implémentation. Donc, comme j'ai dit, idéalement, c'est d'avoir le plan de l'habitation et de pouvoir faire un premier tracé qui va permettre de voir comment on achemine les différentes bouches, plutôt l'air aux différents points. Ici, j'ai pris le cas d'un système de ventilation double flux. Un simple flux serait le même, sauf que vous n'auriez pas tous les traits verts que vous voyez à l'écran. Vous auriez le schéma rouge qui représente l'extraction et vous auriez différentes grilles dans les châssis de fenêtres.
Donc, le premier tracé, il permet déjà de montrer qu'il va falloir en vert amener de l'air neuf, en rouge en extraire. C'est le système D simplifié. On va donc valider cela parce qu'il y a d'autres techniques, il y a des luminaires, et il faut être certain qu'on n'a pas de conflit entre ces différents éléments. Ce premier schéma, il permet surtout à d'autres corps de métier de voir que vous allez passer des éléments qui sont rigides et de sections non négligeables. On peut passer au slide suivant. Merci. Une fois qu'on a fait cette première approche, on va vraiment avoir une modélisation en 3D du passage des différents conduits. Donc là, c'est un travail un peu plus complexe. Donc, grâce au premier, on évite déjà de devoir faire de nombreuses itérations. Et là, on va permettre de visualiser correctement comment les conduits passent dans le bâtiment. Ça permet d'éviter les conflits avec d'autres et ça va permettre à nos monteurs d'avoir une vue claire de comment placer les gaines. On peut passer au slide suivant. Et donc, on va arriver à la phase d'exécution. Donc là, on quitte le papier et on arrive sur le chantier, enfin, du moins les monteurs, et eux vont réaliser ce placement des conduits. Donc les conduits, j'en ai pas encore beaucoup parlé, de l'acier galvanisé idéalement, ce sont des conduits spiralés, ils sont lisses à l'intérieur, c'est un matériau totalement inerte, on peut le mettre à la terre et donc éviter toute électricité statique qui circule. Point important, ça va être l'étanchéité de ce réseau. Donc, quand on veut acheminer une quantité d'air, on essaie de ne pas en perdre en chemin. Et donc, pour garantir cette étanchéité, aujourd'hui, le marché s'est mis sur des systèmes à double joint. Donc, on emboîte les pièces de forme, les coudes, et on a une parfaite étanchéité. Il y a 15 ans d'ici, c'était plutôt fait avec des têtes, certains le font toujours avec des têtes, toujours à se rendre compte que quand on est dans un milieu poussiéreux sur un chantier, un tape qui est un aspect collant, un mastic collant, c'est jamais évident de bien le mettre en œuvre. Aujourd'hui, le double joint permet de réaliser ça beaucoup plus facilement, notamment pour les gens qui font l'autoconstruction. Malgré tout, il faut garder un personnel qualifié et il faut, comme M. Vonin l'expliquait très bien, c'est avoir certaines précautions pour ne pas arriver déjà avec des gaines qui sont complètement encrassées, donc des gaines bouchonnées. Certaines photos, elles viennent du CSTC, montrent clairement, et c'était les mêmes dans la présentation de M. Vonin, que la vie de chantier n'est pas toujours idéale pour les conduits de ventilation. Et donc, on va réaliser tout ce réseau, le bouchonner, parce que quand il est placé, il y a encore de nombreuses interventions qui vont se faire au niveau de l'habitation et donc il faut se prémunir d'un encrassement avant mise en service. On peut changer de slide. Merci. Et donc, voici une photo d'une installation qui est correctement réalisée. Et l'aspect esthétique n'est pas le premier, mais c'est pas plus mal, voilà, de faire les choses correctement et d'avoir les choses qui sont correctement alignées, qui sont avec une réalisation réalisée avec soin, je veux dire comme ça. On peut passer au slide suivant. Donc, je parlais tout à l'heure de l'isolation de certaines gaines, notamment la prise et le rejet d'air. Voilà par exemple un cas d'autoconstruction à droite où l'isolation a été réalisée par le client et donc le groupe a été très vite en défaut. Pourquoi? Parce que sur les prises et rejets d'air, on a l'air à température extérieure qui circule. Il y a de l'humidité dans le bâtiment. Quand il fait moins 5 degrés, le conduit est à moins 5. L'air intérieur du bâtiment condense sur le conduit. Ces petites gouttes d'eau, à un moment, elles forment un peu plus. Ça s'écoule sur le dessus du groupe de ventilation. Et le groupe de ventilation, lui, n'aime pas trop quand certains capteurs sont mis en présence de cette eau abondante. Et donc, son groupe posait souci. Le client se demandait pourquoi, parce qu'il trouvait, lui, son isolation était bien faite. Une isolation bien faite, notamment,
c'est de refermer la possibilité à l'air de rentrer, d'arriver sur le conduit. Donc voilà, tout ça pour dire que la photo de gauche représente ce qu'est une isolation correcte et durable. Dans le temps, ce groupe de ventilation il tiendra plus longtemps, les gaines ne vont pas se corroder, on n'a pas des risques d'avoir des choses qui se développent de façon incorrecte. Donc, important à la mise en œuvre d'avoir quelque chose de correct qui est fait par des matériaux qui ont été correctement sélectionnés et qui ont été correctement mis en œuvre. On peut passer au suivant. Une fois que toute la réalisation est finalisée, que les autres corps de métier sont intervenus, qu'on peut réaliser la mise en service, la dernière étape est le placement des bouches de ventilation et on va pouvoir procéder alors au démarrage du groupe de ventilation et à la calibration des débits. Donc ça, c'est une étape aussi cruciale. Alors, aujourd'hui, il y a déjà une chose qui permet de simplifier fortement la donne, c'est que beaucoup de groupes de ventilation double flux travaillent avec ce qu'on appelle des débits constants. En simple flux, on a également la possibilité d'avoir des groupes qui vont travailler sur un débit qui est prédéterminé. En double flux, c'est primordial parce que si on n'a pas le même débit et entrant et sortant du bâtiment, on ne va pas avoir la même quantité d'énergie qui rentre et qui sort. Et donc, on ne va pas arriver à avoir le rendement que le fabricant s'était échiné à faire au niveau de son échangeur. Et donc, grâce aux groupes qui travaillent à débit constant, ben, on leur dit ce qui doit entrer et sortir du bâtiment, et c'est eux qui se chargent de le faire. Sur des groupes qui n'ont pas cette fonctionnalité, ben, il faut vraiment mesurer, additionner ces débits de pulsion, additionner ces débits d'extraction et faire en sorte que ce qui rentre et ce qui sort du bâtiment va être identique. Donc, il y a toute une série de façons de mesurer les débits de ventilation. Généralement, ça se fait aux bouches avec des anémomètres. Et c'est important aussi d'avoir le débit effectif. Avoir une extraction de 10 mètres cubes dans une salle de bain et 100 dans un WC, le WC, c'est pas un souci, la salle de bain, ça présage déjà quelques soucis. Avoir un débit très important dans des chambres, acoustiquement, ça ne sera pas bien. Et si on n'a pas assez dans le séjour, l'occupation ne sera pas confortable. Donc, c'est vraiment une étape primordiale, c'est la calibration des débits. Quand on a même réglé sur le groupe de ventilation ce qui rentre et ce qui sort, c'est d'aller faire en sorte que dans chacune des pièces, on ait un débit adéquat, suffisant et adéquat. Ensuite, il va avoir tous les aspects de régulation, et ça c'est principalement en simple flux, d'avoir la régulation qui permette d'initier l'augmentation de débit au moment opportun. Une salle de bain par exemple, le taux augmente, ben, on va alors augmenter son extraction. Dans le séjour, on va avoir typiquement des capteurs de CO2 qui peuvent être décentralisés, centralisés, qui vont permettre au simple flux d'offrir le confort attendu par les occupants. Aujourd'hui, on demande notamment d'avoir une mesure de CO2 dans la chambre par an, parce qu'elle va servir un peu d'étalon. On peut aller plus loin, mais ça demande une implémentation plus importante et donc un investissement plus important, avoir une mesure de CO2 dans chacune des chambres. Voilà, le simple flux, la régulation est vraiment primordiale. En double flux, on travaille en non résidentiel souvent sur une mesure horaire, parfois sur des capteurs de qualité d'air en gaine ou dans certains locaux. En résidentiel, voilà, généralement l'occupant va plutôt gérer ça avec une commande et on va compléter ça par un capteur d'humidité au niveau des pièces humides de type salle de bain. Une petite représentation aussi sur les bouches. Et donc ça, en législation en région flamande, c'est primordial. Aujourd'hui, si l'organisme ne sait pas mesurer les débits, il déclarera l'installation non conforme. Et donc, là, il y a un petit carton rouge qui montre tout un nombre de cas de figure où les bouches de ventilation, ben, ça devient extrêmement compliqué d'aller mesurer. Donc, ça peut être parfois très esthétique, pas sur les photos ici, mais parfois on peut avoir des implémentations très esthétiques, mais
qui ne permettent pas de rendre le système efficient. Important, c'est d'expliquer aussi au client, lui rappeler à quoi sert son système, ce qu'il doit faire, le minimum d'entretien, remplacer au moins les filtres une fois par an, et de lui expliquer le fonctionnement, ce qu'il doit faire, quels sont les éléments de régulation ou pas qu'il a, et donc de lui permettre d'utiliser au mieux son système de ventilation, avoir un échange avec lui si acoustiquement certaines choses ne lui conviennent pas, parce qu'on peut toujours adapter, ajouter les silencieux et rendre des installations qui sont parfaitement efficientes, et pas avoir des gens qui vous disent je retire la prise la nuit parce que ça nous dérange. Ensuite, on revient sur l'aspect législatif. Il y a le dossier PEB à remplir et important aussi le dossier d'intervention ultérieure qui permet une intervention dans le futur, de compléter l'installation de ventilation par une chambre en plus, l'adapter si la destination d'une pièce a été modifiée, et aussi toujours un logbook qui permet de suivre l'entretien du système. On peut passer au slide suivant, où j'en viens maintenant sur, et je pense que M. Vonin a insisté également sur cet aspect, c'est bien de l'installer correctement, le système de ventilation, mais c'est de le garantir dans la continuité. Et comprendre qu'un système de ventilation qui n'est pas entretenu, l'objectif qui était d'avoir une qualité d'air dans le logement, et pas de répondre à des exigences PEB uniquement, il sera un peu amenuisé au fil des années qui passent. Et donc, il faut entretenir le système de ventilation. Il va falloir, pour l'utilisateur, facilement remplacer les filtres une fois par an. Et au-delà de ça, tous les 2 à 3 ans, faire un entretien du groupe de ventilation et avoir toujours un œil sur l'encrassement des gaines. J'ai quelques photos qui vont permettre un peu d'étayer ce que je dis. L'encrassement des gaines n'est pas quelque chose d'important à partir du moment où on ne travaille pas avec des matériaux PVC. Malgré tout, au terme de 10, 15, 20 ans, il est certain qu'il faudra nettoyer l'entièreté de ces gaines. Certains pays, comme la Suède par exemple, imposent un nettoyage des gaines tous les 2 ans. Voilà. En Belgique, on n'est pas à ça. Je ne pense pas qu'il faille virer un excès aussi important d'entretien, mais c'est important. Et donc là, on va pouvoir faire défiler les slides et juste, ça va être l'exemple, typiquement les bouches de ventilation qui s'encrassent. Parfois, c'est assez impressionnant. En simple flux, par exemple, on a vite des encrassements où il ne faut pas 5 ans pour avoir des encrassements de ce type. Donc là, on peut passer au slide suivant. Ça, par exemple, c'est un échangeur. Les gens, donc les filtres, pourquoi est-ce que c'est important de les aspirer de temps en temps et de les remplacer une fois par an? Le filtre, lui, c'est un peu comme un velcro. Donc, enfin, de façon très schématique, l'air le traverse. Il est prévu pour être traversé par l'air. Et au passage, les particules qui se trouvent dans l'air, il va les accrocher de façon très simplifiée, parce qu'il y a des filtres qui fonctionnent de façon un peu plus complexe, un peu comme un velcro, donc elles se mettent dedans. À comprendre qu'à un moment, plus il y a de crasse dans ce velcro, et moins l'air est facile de le traverser. Et donc l'air, comme il cherche toujours l'air le plus facile, au moment où il veut rejoindre la dépression créée par le ventilateur, à un moment il va commencer à contourner le filtre. Et je montrerai même un peu plus loin qu'au-delà de contourner le filtre, parfois il le perce même, le filtre. Simplement parce que la puissance du ventilateur fait que l'air à un moment ne sait plus traverser le filtre et donc il cherche un autre chemin. Si on remplace ces filtres, si on les aspire régulièrement, le problème ne se pose pas, il continue à jouer son rôle et on n'a pas ce genre d'encrassement. Un filtre coûte pas très cher, un échangeur, on parle d'un budget qui est 20 à 30 fois plus cher. On peut passer au slide suivant, merci. Voilà un autre exemple de filtre complètement encrassé. Ça, c'est toujours l'exemple type des gens qui vous disent, quand vous leur posez la question, tiens, vous aspirez de temps en temps vos filtres? Oui, je viens juste de le faire. On voit clairement que souvent c'est oublié. Et je reparle alors de l'accessibilité à la machine qui permet d'éviter ce genre de situation. Aussi souvent,
des utilisateurs finaux n'ont pas été informés qu'ils devaient remplacer les filtres ou même les aspirer. Donc, on arrive chez des gens à qui on n'a jamais mentionné ça et à qui on a même dit qu'il n'y avait pas d'entretien à réaliser. On peut passer au slide suivant. Voilà un exemple d'un filtre qui a été percé simplement par l'air qui voulait le traverser. Il ne trouvait pas de chemin périphérique et donc, à un moment, la pression est telle que ça reste de la cellulose, ça peut être percé. On peut passer au slide suivant. Par exemple, ici, des prises d'air. Donc, à toujours comprendre que c'est l'air que l'on va respirer dans ses chambres, dans son séjour, ben, ça traverse une prise d'air. Donc là, la grille, ben, la moitié gauche a été nettoyée et la moitié droite, on montre l'encrassement. Là, on parle de 4-5 ans. J'essaie de montrer aussi sur cette photo que ce n'est pas moustiquaire. Donc là, il y a mon doigt qui est à côté, je ne suis pas lilliputien. Simplement, on n'est pas sur une maille de 1 mm sur 1. Et donc, quand je discute avec des fournisseurs de grilles, typiquement pour du simple flux, dans lesquels il y a des petites grilles type moustiquaire, et que je leur demande comment ils nettoient ça, comment ils ont prévu de nettoyer ça, et qu'ils me répondent « on n'a pas besoin de nettoyer ça », c'est un petit peu du foutage de gueule. Bien entendu que les grilles en simple flux, qui sont dans les châssis de fenêtres, demandent un nettoyage important et régulier. L'autre, c'est le tuyau, juste le tuyau qui est de la prise d'air. Quand on voit l'encrassement de cette prise d'air, on ne se dit pas qu'on respire de l'air qui est parfaitement sain. Donc, à veiller également toujours sur les prises d'air, leur accessibilité pour le nettoyage. On peut passer au slide suivant. Là, on voit en fait l'exemple de ventilateur. Donc, au-delà des conduits de ventilation, il y a un encrassement au niveau des ventilateurs qui est extrêmement important et qui demande un nettoyage tous les 2 à 3 ans. La question est toujours, moi c'est 2, c'est 3, ben, tout dépend des savons, de la fréquence des douches que vous prenez, de la température de l'eau, etc. Mais à comprendre que le ventilateur, à un moment, il y a une couche qui se développe dessus. C'est souvent sur l'air extrait, donc on va me dire c'est pas l'air que je respire, mais ça crée quand même des balourds et ça peut entacher la pérennité des roulements du ventilateur. Donc c'est toujours mieux de procéder à un nettoyage régulier du groupe de ventilation. On peut passer au slide suivant. Donc voilà, typiquement un peu l'encrassement de conduits de ventilation. Alors on voit des conduits en acier galvanisé et à droite on voit un tuyau en flexible. Le flexible, lui, aller le nettoyer ne sera jamais quelque chose d'évident. C'est plutôt, si on veut, des flexibles, prévoir la possibilité de les remplacer. Mais on voit aussi que l'encrassement, il peut se faire beaucoup plus rapidement parce que l'accroche est plus facile pour les crasses. On peut passer au slide suivant. Heureusement, il existe des solutions qui permettent de nettoyer les gaines de ventilation. Donc, voici un exemple de brosse rotative que l'on fait circuler dans les conduits de ventilation. Donc, il y a un petit moteur qui fait tourner l'âme de ce câble. La brosse tourne, décolle les poussières et en même temps qu'elle tourne, elle permet de l'avancée de ce câble dans les conduits. Mais ça demande donc des trappes d'accès qui permettent de nettoyer. Pour les groupes de ventilation, on utilise des systèmes vapeur qui permettent de nettoyer très facilement les groupes de ventilation. On peut passer au slide suivant. Et donc, voici des cas concrets de avant-après, moteur sale, et on le voit l'instant d'après, nettoyé avec un système vapeur. Le slide suivant, ce sera sur toujours un moteur. Et voilà la gaine que l'on voyait tout à l'heure sale, ben voilà également une gaine qui est nettoyée. Et on voit que ces systèmes, on peut vraiment avoir une pérennité, c'est-à-dire des systèmes qu'on nettoie facilement et donc qui permettent de garantir la qualité d'air dans le bâtiment. On peut passer à un peu la conclusion de cette présentation. Où je dis, parfois les gens sont impressionnés par la crasse qu'on va retrouver dans les systèmes de ventilation. Pas mal de gens opposent au système de ventilation ces nids à bactéries. Et donc oui, s'ils ne sont pas entretenus, s'ils ne sont pas mis correctement en œuvre, ça donnera raison à toutes ces personnes. Mais M. Vonal l'a très bien montré avec les études du CSTC,
un défaut de ventilation ne permet pas une qualité d'air dans le bâtiment. Donc il faut de la ventilation, mais il faut la ventilation correctement installée et correctement entretenue. Voilà, ça va être la conclusion de ma présentation. Et donc, si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Et je pense que M. Vaudin également. Eh bien, et merci pour votre attention. Merci pour cette très chouette intervention. Alors, on va passer sans transition aux questions-réponses. On a un petit peu débordé sur le temps. On avait tellement de belles choses à dire. Et donc, du coup, voilà, si les personnes présentes ont des questions, qu'elles n'hésitent absolument pas à prendre la parole. Sinon, je vois ici que nous avions un prolongement de questions de M. Kowalski, qui nous parlait de la réglementation belge. Peut-être que monsieur est présent encore. Oui, bonjour. Parfait. Voilà, on vous écoute, monsieur. Oui, je voulais faire d'abord une digression sur le fait que la ventilation, les systèmes de ventilation choisis peuvent avoir aussi une influence sur les tirages de cheminée dès l'instant où on emploie des chaudières non étanches ou des feux de cheminée, enfin des foyers à bois, etc. Surtout si l'extraction est mécanique et l'entrée d'air naturelle. Ensuite, la question que je posais, c'est est-ce que la réglementation belge favorisait également un mode de ventilation par captation, et je pense plus précisément en résidentiel, les cuisines. Parce que moi, étant français, moi je constate qu'en France, ce système de ventilation par captation n'est absolument pas favorisé. Et d'ailleurs, ça va bientôt poser un problème chez nous avec l'application de la nouvelle réglementation thermique énergétique, on va dire, 2020, puisqu'il y a une obligation de contrôle de ventilation. Et moi, je ne sais pas comment, chez nous en France, les contrôleurs vont pouvoir vérifier la conformité d'une installation où, parallèlement, il y a une hotte de cuisine. Voilà, donc je ne sais pas si, je vais revenir à la question simplement, est-ce que la réglementation belge prend en compte et favorise-t-elle la mise en place d'une hotte de cuisine, par exemple, simplement? Alors, de façon très hypocrite, la réglementation dit qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de mauvais fonctionnement de la ventilation due à la hotte. Et donc, il y a une réglementation, par contre, très stricte sur les hottes de cuisine industrielle, donc dans le secteur HoReCa. Dans le secteur résidentiel, à ma connaissance, non, si ce n'est qu'effectivement, il y a cette phrase hypocrite qui dit que voilà, les deux systèmes doivent coexister et ne pas évidemment interférer l'un avec l'autre. Maintenant, je pense que M. Baumans l'avait dit, que effectivement les hottes, la présence d'une hotte, et surtout les hottes aujourd'hui, les hottes de cuisine, ont des débits très importants. Si jamais vous avez une cuisine ouverte ou une cuisine américaine, effectivement, ça peut influencer les débits. Maintenant, je ne sais pas si M. Baumans peut, dans le cadre de la réglementation, rajouter quelque chose. Oui. Au niveau réglementation, comme vous le dites très bien, elle dit simplement que ça ne peut pas perturber. Et donc, il y a 3 approches qui sont possibles. Une approche, de nouveau, je vais fermer la porte directement, c'est certains groupes de ventilation possèdent un conduit qui est connecté sur la hotte de cuisine. À comprendre que la hotte doit être non motorisée dans ce cas, que les débits seront faits parce que le groupe de ventilation, généralement en Belgique, on parle de groupe de 300 à 500 mètres cubes heure en fonction de la taille du bâtiment. Et il y avait sur certains groupes la possibilité de basculer tout le débit sur la hotte de cuisine. Voilà. Jamais été quelque chose que j'ai prôné, à comprendre que si dans ces groupes-ci, ça traverse l'échangeur, vous comprenez bien que les petites particules de graisse, à un moment, elles vont vite s'agglomérer dans votre échangeur. Un échangeur
qui ne peut pas être nettoyé avec de l'eau au-dessus de 50 degrés, la graisse, elle le fige et au bout de quelques années, il est pour la poubelle. Donc, généralement, ce qu'il faisait, c'était avoir un conduit parallèle qui ne passait pas par l'échangeur, à comprendre que quand vous faisiez tourner votre hotte de ce type, vous n'aviez plus de récupération de chaleur, de l'air froid rentrait par vos bouches, un inconfort total, donc à très vite oublier. Deuxième possibilité, aujourd'hui, ce qui est le plus implémenté en Belgique, c'est des hottes dites à recirculation, hottes à charbon actif. Donc là, on n'a plus un rejet vers l'extérieur. La hotte, elle capte l'air dans la pièce et elle le rejette dans la même pièce ou dans l'arrière-cuisine avec un transfert vers la cuisine. Donc là, on résout le problème puisque on n'a plus d'interaction vers l'extérieur. On va filtrer les graisses sur un tamis métallique. On va avoir un charbon actif plus ou moins performant où on vous dit qu'il capte les odeurs. Très franchement, vous faites une friture de crustacés, ça va sortir dans votre maison. Le filtre anti-odeur, il ne va pas fonctionner. Donc, maintenant, la cuisson de plus en plus est légère. Les gens qui veulent vraiment cuisiner de façon plus intensive, ils vont partir sur la troisième possibilité que je vais évoquer après. Mais voilà, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les fabricants, ils sont mis à cette mode de la hotte à recirculation. Plus de problème de rejet extérieur. Et l'humidité, elle n'est pas évacuée. C'est le système de ventilation qui va l'évacuer, mais plus doucement. Troisième possibilité, on travaille avec une hotte conventionnelle, on rejette vers l'extérieur. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est avoir une compensation. Parce que le double flux, lui, travaille en équilibré. Pour ne pas être perturbé, il va falloir compenser l'air. En Allemagne, le système le moins coûteux, c'est un petit contacteur sur un oscillobattant. Tant que cet oscillobattant n'est pas ouvert, la hotte ne peut pas démarrer. À partir du moment où il est ouvert, vous pouvez démarrer votre hotte et l'air, en grande quantité que la hotte jette dehors, va rentrer par cet oscillobattant. On peut faire un système plus évolué avec un clapet qui va s'ouvrir et se fermer au moment où la hotte fonctionne. On peut y adjoindre une résistance de préchauffe. Et puis alors, on a déjà mis en place des systèmes où on va encore plus loin. On a un ventilateur d'extraction pour la hotte et on a un ventilateur de pulsion qui souffle la même quantité d'air dans la cuisine avec une résistance électrique qui préchauffe cet air. Et donc, on a par exemple chez une cliente particulière, elle voulait une hotte, elle fait 3 mètres de long, sa hotte, on tire 3000 mètres cubes et on insuffle 3000 mètres cubes préchauffés. Et l'insufflation se fait en partie latérale de la hotte, mais surtout dans le caisson même de la hotte, et donc ça crée un rideau. Mais voilà, on arrive à des solutions qui sont assez onéreuses. Voilà, mais ça existe, on peut le faire très facilement. Oui, néanmoins, effectivement, tout ça est encore approximatif et contradictoire avec la préoccupation grandissante en matière de qualité d'air intérieur, qui conduirait normalement à devoir limiter les émanations de vapeur d'eau, la production de CO2, de dioxyde de carbone, de dioxyde d'azote, surtout en cuisson gaz. Oui. Et j'ai l'impression qu'actuellement, tout ça n'est pas encore bien pris en compte pour la qualité d'air intérieur en résidentiel. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, je confirme. Effectivement, en tout cas, en termes de combustion de gaz dans une cuisine, ça n'a absolument pas pris en compte. Non. Et donc, il y a encore un axe de recherche. Oui. Exactement. Oui. L'axe de recherche étant de voir si effectivement, dans une durée de cuisine, je dirais normale, est-ce qu'un système qui extrait, par exemple, comme le prévoit la réglementation, 50 mètres cubes heure par cuisine, est suffisant. Voilà. Donc, je l'avoue qu'effectivement, là, cet aspect des choses n'est pas pris en compte par la législation. Mais bien, en tout cas, pour les appareils de combustion de chauffage, puisqu'on a parlé des hottes, et avec le dernier exemple de M. Baumann, où vous dit, vous avez une grosse hotte, vous faites rentrer la quantité d'air nécessaire, en plus de l'air de ventilation pour que la hotte fonctionne. C'est le même principe pour un poêle. Si le poêle a besoin d'air comburant, vous faites rentrer en fonction de la puissance, la quantité d'air comburant qu'il a besoin. Je vous remercie. Je vous en prie.
Bien, parfait. Avons-nous d'autres questions? Pas de questions une fois, pas de questions deux fois. Eh bien, je pense que tout était clair et limpide alors de la part de nos deux intervenants. C'est parfait. Merci aussi. Bien, Merci. Il y a quelqu'un qui lève la main. Ah, quelqu'un lève la main. Oui. Oui, voilà. Alors, bonjour Monsieur Bowmans, faites-vous des installations dans le résidentiel particulier? Peut-on avoir vos coordonnées? Oui, certainement. Elles sont sur la présentation. Il y a mon numéro de GSM qui est sur la présentation en première page. Et donc, vous pouvez certainement me contacter et je répondrai avec plaisir. Magnifique. Alors, je vois, est-ce que nous avons peut-être encore d'autres questions? Il semble que non, en fait. Alors, on va peut-être laisser les coordonnées, voilà. Eh bien, Madame Tats, un grand merci à vous pour votre présence et de rien, bien, merci à vous. Donc, merci à tous évidemment d'avoir été présents malgré les chaleurs à cette présentation sur la ventilation, ce qui est plutôt le moment et l'instant. Merci à nos deux intervenants, Monsieur Vona et Monsieur Bowmans. Vous pourrez retrouver évidemment l'ensemble de la présentation du webinaire via YouTube, donc n'hésitez pas. Yasmina a mis le lien du site internet YouTube. Et alors, petite note par rapport au webinaire à venir, je reprends vite le partage ici. Donc, vous aurez un webinaire le 1er septembre sur les composés organiques, et le 8 septembre sur le radon et le 14 sur le monoxyde de carbone. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Voilà, mais pour ma part, je pense qu'on peut clôturer. Si Yasmina peut-être a quelque chose à ajouter. Non, j'ai rien à ajouter. Merci à tous pour votre participation. Mais voilà. Merci. Eh bien, bon après-midi. Et Au revoir. excellent après-midi à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.